CKIA-FM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Louise Petitgros. Et bonjour tout le monde, bienvenue à l'heure juste, l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA-FM. J'ai une petite voix enrhumée, je suis désolé, mais c'est pas la COVID. Et on est avec nous Louise en studio. Louise, bienvenue, re-bienvenue à l'émission. Bonjour Samuel, moi je suis très contente d'être de retour aussi. Je me suis ennuyé de toi, on dirait que ça fait un an. Là. Oui, ça fait plusieurs mois en tout cas. Oui. Est-ce que tu as passé un bel été, même si on est rendu presque à l'hiver? Oui, j'ai passé un bel été. Je suis allée un petit peu aux États-Unis dans le Maine. Je suis allée au lac Saint-François 2 semaines. Le lac Saint-François dans Mégantic? Là? Oui, à côté du lac Mégantic. Et c'est là que j'ai grandi un petit peu. Oui, c'est un très très bel endroit. Oui. Alors j'en ai bien profité, c'était agréable. Super. Et puis j'ai enchaîné avec, j'ai travaillé pour le bureau du directeur de scrutin de Taschereau à partir du 18 août jusqu'au 4 octobre, jusqu'après les élections. Puis t'étais presque à temps plein. Là. Un travail intense, oui, 7 jours sur 7, avec de longues journées, mais intéressant. C'était la 3e fois que je faisais ce travail-là. J'en avais fait aux élections provinciales en 2018, au fédéral en 2021, et là, c'était la 3e fois. Puis je suis devenue une spécialiste, on peut dire, de l'organisation des votes dans les résidences pour personnes âgées. Il y a des résidences qui ont 50 personnes et plus qui vivent là. Il y en a 14 dans la circonscription de Taschereau, où on organise des votes sur place pour permettre aux gens de voter plus facilement qu'en allant dans les bureaux ordinaires de scrutin. Je m'occupais d'eux, puis je m'occupais aussi du vote à domicile pour les personnes qui peuvent pas se déplacer, qui sont malades et qui demandent qu'on se rende chez eux avec un bureau de vote itinérant. Et là, il y a eu quand même 70 personnes qui se sont inscrites pour ce genre de vote, dont des gens âgés. Bien, il y a beaucoup de gens âgés, des gens malades. J'ai même eu un monsieur qui m'a dit à un moment donné qu'il avait demandé l'aide médicale à mourir, qui venait de demander de l'aide médicale à mourir. J'ai dit, oh là là, vous êtes un citoyen jusqu'au bout. Il m'a dit, j'y tenais tellement à voter. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça. J'avais le vote aussi pour les itinérants, pour essayer de rejoindre les itinérants, leur donner des conditions pour qu'ils puissent voter eux aussi. Puis finalement, le vote dans les hôpitaux. Les gens qui sont malades, qui sont temporairement absents de leur logement, puis qui veulent voter, on fait aussi une tournée. Fait que c'est le vote un peu spécial. On n'a pas les prisons parce que dans Taschereau, il n'y a pas de prison, mais c'est le vote vraiment un peu marginal, là, c'est-à-dire autour moins régulier que le vote par anticipation, le vote régulier. Fait que, moi, je trouve ça intéressant. Puis, le vote dans une résidence pour aînés, est-ce qu'ils ont une journée qu'ils peuvent voter ou c'est étalé sur plusieurs? Des fois, c'est 2 jours. Okay. Ça dépend de la grosseur de la résidence. Tu sais, il y a des gros, comme par exemple le Gibraltar, c'est une grosse résidence de personnes âgées. Eux, c'est 2 jours. Mais il y a des résidences qui sont toutes petites, une seule journée. On est allé faire voter aussi les sœurs à l'hôpital général de Québec. Okay. La petite communauté religieuse qui sont âgées, qui veulent pas trop se mêler non plus à beaucoup de monde. Et puis, c'est une belle expérience. C'est vraiment plaisant de voir tous ces gens-là. Puis de voir comment, en tout cas dans ma génération, puis les plus vieux, comment ça compte beaucoup encore voter. Les gens participent vraiment. Et puis, ils nous le disent, ils tiennent à voter, puis ils tiennent à exprimer leur idée sur la politique à travers cette voie démocratique. Fait que c'est intéressant. Puis, tu sais, c'est aussi le fait, c'est un contrat qui dure un mois et demi. Donc, c'est limité dans le temps. C'est intense, mais tu sais, ça nous permet, moi, je trouve que ça nous permet de nous dépoussiérer. On se remet là, à être comme on appartient à un milieu, on se remet à devoir être actif, à prendre des décisions rapidement, à s'adapter aux nouveaux logiciels de l'informatique. En tout cas, c'est un bon bain de jouvence, je trouve, ce genre d'expérience pour les retraités. Puis c'est pas mal tous des retraités qui travaillent aussi là-dedans. Fait que c'était bien. Fait que là, tu as été dans la mécanique, mais en dehors de ça, est-ce que tu as suivi un peu les élections? Quasiment pas, je veux dire. Tu sais, j'ai pas suivi les débats. Je
lisais un peu les journaux, j'ai vu un peu les débats passer sur l'immigration, sur plein d'enjeux, mais tu sais, on les suit moins. Le soir du vote, du dépouillement du vote, le 3 octobre, tu sais, on est dans des salles fermées à huis clos avec les scrutateurs qui comptent les votes et tout, fait qu'on n'a pas une vue d'ensemble de ce qui se passe à Montréal, ce qui se passe à Laval, on est vraiment concentré dans une circonscription. Fait que quand on sort de là, c'est là qu'on voit qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble. Là, je l'ai vécu une fois, ça, un comptage comme ça. Puis à ce moment-là, j'étais attaché politique pour le gouvernement sortant. Fait que c'était particulier de voir le décompte, puis au fur et à mesure du décompte, savoir que je perdais ma job ce soir-là. C'était vraiment spécial. Oui, tout à fait. Voir les gens rentrer en disant hey, ma job est entre tes mains. Mais lors des comptages, il y a des gens des partis politiques qui assistent à ça, qui viennent voir si on élimine des votes, ils viennent voir pourquoi. Puis il y a une bonne surveillance, quand même un processus assez serré. Ouais. C'est dur d'avoir des irrégularités. Là. C'est très dur. Il peut en avoir, mais on a remarqué, moi j'ai déjà assisté à un décomptage judiciaire qui avait été demandé. Et puis il y avait 300 votes de différence. Puis au final, on en rejetait, mais on en ramenait. Fait que ça s'équivalait. C'est assez fait avec sérieux, disons. Oui, puis il y a un juge en plus qui est sur place. Là. Ben, cette fois-là, seulement lorsqu'il y avait eu un comptage judiciaire. C'est ça, quand il y a un recomptage. Là. Oui, il y a un juge qui est là, puis il y a encore du personnel politique de chaque parti. Oui, là, c'est encore pire. Il y a beaucoup de personnel politique des partis qui surveillent partout. Mais ça donne pas, à moins si c'était comme 40 votes de différence, là, ça peut jouer. Mais quand dans les 200, 300, c'est assez rare que ça inverse. À l'époque, on avait gagné par 16 voix, donc c'était stressant là, dans la circonscription. Donc, il y avait beaucoup de surveillance. C'était bien. Mais je suis content de l'expérience. J'ai vécu pas mal tout l'appareil, puis ça m'a permis de voir comment ça fonctionnait. Ça m'a redonné confiance au système. Ben oui. Puis, tu étais comme les sceptiques, certains représentants des partis politiques qui croyaient au départ que c'était frauduleux ou presque, et qui ont vu là, que ça se déroulait. Les gens sont vraiment de bonne foi. Ceux qui participent à ce décompte, ils travaillent bien, ils sont formés, ils travaillent bien. Puis, non, c'est intéressant de voir ça de l'intérieur. Ouais. Parce que de l'extérieur, en tout cas, au niveau de la REC, on a trouvé que ça parlait pas assez des aînés dans le débat politique pendant un mois. Puis ce qui a été un peu triste, là, c'est le discours, dans le fond, de victoire de M. Legault, où aucunement il a nommé les dossiers aînés ou les aînés. Fait que ça, c'est pas rassurant pour la suite des choses, là, surtout que on vient de sortir de 2 ans de pandémie qui a été particulièrement tragique pour les aînés. Ça aurait été quoi de juste mentionner qu'on allait faire de quoi pour eux autres. Là. Fait que ça, on l'a pas particulièrement apprécié. Et là, on est en attente de la nomination des ministres qui s'en vient le 20 octobre, donc très bientôt. Donc, on sait qu'on va avoir une ou un nouveau ministre, nouvelle ministre des aînés, étant donné que Mme Blais a pris sa retraite. Là. Donc, on est en attente de voir qui ça va être pour pouvoir cogner à sa porte et lui rappeler qu'on a des revendications qui sont nombreuses et importantes. Là. Comme on ne peut parler d'éducation aussi, ça ressortait beaucoup, que l'éducation n'était pas un sujet important, traité beaucoup, longuement. Ça se concentrait pas mal tout le temps autour des mêmes thèmes, là, l'inflation, donner des chèques aux gens pour les aider face à l'inflation. La question des immigrants est sortie beaucoup aussi, là, de façon étonnante. Avec troisième lien. Avec des propos étonnants. Le troisième lien aussi. Alors, ça tournait un peu autour des mêmes sujets, oui. Mais il y avait quand même une diversité de points de vue. On peut dire ça avec le fait qu'il y avait plusieurs partis politiques. On sortait du binaire, là, les rouges, les bleus, comme autrefois. Là, on se retrouvait avec plusieurs partis politiques. C'est pour ça que ça met en question aussi le mode de représentation des scrutins à cause de cette diversité maintenant. Ça, c'est le plus intéressant. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient voter aussi. Ah oui? T'as vu ça? Oui. J'ai pas vu les statistiques. Mais j'étais à l'œil, là, je ne fasse pas une affaire scientifique. Je vous dis, il y a plusieurs jeunes qui ont voté, mais moi, j'en ai vu beaucoup. Parce qu'au bureau du directeur de scrutin, on pouvait aussi aller voter. Puis j'étais étonnée, il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes qui venaient. Il y a peut-être un intérêt de ce côté-là, mais sinon, que faire? Si on ne vote pas, là, comment on peut contrôler nos choix politiques, nos gouvernements? Je pense qu'on peut avoir un gouvernement très majoritaire avec 30% des voix
complète. Là. Si on compte tous les électeurs possibles. Donc, ça donne une drôle de majorité. Là. Puis là, on parlait un peu du mode de scrutin. La REC, qui historiquement demande une réforme du mode de scrutin depuis longtemps. Jean-Pierre Charbonneau mène ça depuis longtemps. Là, mais Démocratie nouvelle. Ça a été écarté assez rapidement là, par le gouvernement en place, là, qui avait d'ailleurs signé à l'époque, là, quand il était dans l'opposition. Là. C'est pas magique, le mode de scrutin proportionnel, parce que ça amène aussi beaucoup d'instabilité, c'est vrai, dans les pays qui pratiquent ça. Là, il y a beaucoup de changements de gouvernement, parce que c'est fait avec des alliances, et puis à tout moment, ça tombe, et puis... mais bon, c'est certainement plus représentatif du vote des gens. Ça, c'est sûr. Il y a moyen de rajouter une proportionnalité sans nécessairement tomber dans l'absolu puis vivre ce que la Belgique a vécu pendant des années. Là. On peut avoir des gouvernements stables, mais un petit peu plus représentatifs. Parce que là, on se trouve avec des partis qui ont eu 18% des voix, qui n'ont aucune représentation à l'Assemblée nationale. C'est absurde, là. Oui, c'est absurde, c'est certain. C'est parce que ça fait en sorte que les gens se désintéressent aussi du vote. Parce qu'ils disent, qu'est-ce que ça me donne d'aller voter? Moi, de toute façon, je vote pour un parti qui est minoritaire, puis ça ne donnera rien, tu sais. Là, c'est sûr que le financement, le fait que les partis politiques reçoivent des financements au nombre d'électeurs qui votent pour eux, ça donne un côté intéressant pour les partis. Puis ça peut motiver un petit peu les gens, mais si tu ne te sens jamais représenté, c'est démotivant. Il y a un effort à faire de ce côté-là, c'est certain. Il faut motiver le monde à aller voter, puis le système en place nous aide pas à être motivés. Là, je comprends que vous êtes tous allés voter, vous autres, là. Ah oui, bien là, quand on dit vous autres, c'est bien de rappeler en studio, on a la chance d'avoir avec nous en studio, en vrai, là, avec du vrai monde, en chair et en os. Là. On a Charles, notre collègue, Charles David, et Joanne Frère, conseillère, les deux conseillers à la REC, là, qui vont venir nous parler de sujets qui sont dans leurs dossiers respectifs. Donc, on a un bon menu aujourd'hui. On va parler de plein d'affaires. Puis, étant donné que nos conseillers ont des compétences transversales dans plein de dossiers, on va parler de plusieurs choses. On va parler notamment de voyage, pas de voyage en soi, là, mais d'assurance de voyage avec Joanne. On va parler aussi un peu d'un sommet qui s'est tenu sur la retraite. Sujet spectaculaire que j'ai hâte de voir. Donc, ça fait longtemps qu'on en parlait de ce sommet sur la retraite. Là. Ça fait des mois que c'est en préparation avec l'Observatoire de la retraite, l'OR. Et avec Charles, on va parler un petit peu d'un webinaire qu'il va y avoir sur la Journée des hommes, mais on va parler principalement de la semaine de québécoise de la réduction des déchets. Exactement. Okay, c'est un nom relativement long, mais en gros, ça fait longtemps que la REC participe à cette semaine-là dans la question environnementale. On rappelle que Charles est l'expert en environnement. Mais avant tout, on va faire peut-être deux petites actualités là, que j'ai nommées. Peut-être si Louise, tu as vu quelque chose qui a passé, tu pourras nous en parler. Si on a une minute, je vous parlerai de l'importance de la beauté de nos lieux de vie. Si on a une minute, c'est pas... on va tellement l'avoir. Ça peut être reporté une autre fois. Puis c'est le genre de discussion qu'on peut avoir à quatre. Là. C'est dommage qu'on n'ait pas une petite bière. Donc, ça, c'est une première petite actualité. Puis peut-être que Charles pourra en rajouter, mais il y a un webinaire qui s'en vient pour la Journée internationale des hommes. Journée qui est soulignée chaque année par la REC notamment. Donc, c'est le Comité national des hommes de la REC qui propose une rencontre avec l'écrivain et intervenant social Julien Gravel, auteur d'un récent ouvrage qui est paru en 2021, là, qui est intitulé « Nos rencontres, réflexions sur la masculinité et la violence ». Donc ça, c'est le vendredi 18 novembre, donc c'est la veille de la Journée internationale des hommes. C'était à 10h30, là, de 10h30 à midi. Les gens qui, s'ils veulent y participer, qui peuvent s'inscrire, ils peuvent aller sur le site de la REC, aller voir les actualités. Toutes les informations sont là. Sinon, on l'a mis aussi sur notre page Facebook là, de la REC, donc c'est facile d'aller s'inscrire. Charles, c'est gratuit, ça? Puis c'est ouvert? Oui, c'est gratuit. C'est ouvert au grand public, donc pas nécessairement seulement aux membres de la REC. Je ferai simplement une petite correction. Là. Le livre s'intitule « Nos renoncements ». Oui, oui, il n'y a pas de problème. J'ai perdu la vue pendant la pandémie, je crois. Nos renoncements, réflexions sur la masculinité et la violence. Et bien sûr, on fera un lien avec le thème qu'on a retenu à la REC cette année pour célébrer, souligner cette journée. Donc, le thème qu'on a retenu est « L'être que je veux être ». Donc, un être, c'est un arbre qui croît constamment. Et comme à l'image de chaque individu, on croît, on évolue. Et on peut apprendre de nos erreurs aussi. C'est possible de modifier notre trajectoire pour atteindre de plus hauts niveaux, de plus hauts sommets. Donc, on fait un peu une métaphore avec l'arbre. Et Julien Gravel, l'auteur de ce livre, trouvait que c'était
tout à fait là, dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir à la masculinité, parce qu'effectivement, il y a on a connu certaines dérapes en lien avec une vision plus toxique de la masculinité, une vision plus traditionnelle. Et c'est bien de se rappeler aussi qu'on peut agir, on peut changer la façon de voir les choses, et chaque personne a le potentiel de devenir une meilleure version d'elle-même. Donc, c'est le message là, qu'on lancera. Et puis, bien sûr, il y aura une place accordée à la discussion, aux échanges. Donc, ça sera intéressant de rencontrer cet auteur qui a écrit ce livre-là, tu le disais, Samuel, en 2021. Donc, c'est encore très récent. Malheureusement, ça a passé un peu sous le radar parce qu'on était en période accrue de la pandémie. Et il était très content là, de notre invitation. Parce que c'est une belle façon pour lui de faire connaître son ouvrage, bien sûr, mais aussi d'entamer puis d'avoir cette discussion-là avec des hommes, mais également des femmes et toute personne, finalement, parce que tout le monde est le bienvenu pour cet échange. Je vais faire une petite blague de masculinité toxique. Là. Je ne sais pas si tu as vu l'émission d'Arnaud Soli, là, le Club Soli. Là. Ils ont fait une parodie de publicité de camions Dodge Ram, là, où c'est l'inverse là, de ce qu'on voit dans les publicités habituellement, où on vise des hommes machos là, qui veulent la force d'un pick-up. Donc, c'est un très beau clin d'œil, je trouve, à la masculinité toxique. Puis c'est un beau moyen de l'amener, je pense, par l'humour puis par l'absurde. Là. Je pense que c'est une des façons d'aller chercher des hommes qui pourraient se braquer quand on parle de ces sujets-là, là, parce que c'est ça, là, ils sont machos. Puis, j'ai une couple de coéquipiers de hockey que je devrais inviter à ce webinaire. Là. Absolument. L'invitation est lancée. On aurait moins de pénalités pendant le match s'il y avait moins de masculinité toxique. Puis en tant que gardien de but, je trouve que ça serait pratique. C'est une bonne façon de retenir justement ce genre de sujet-là que d'y aller avec l'humour. Souvent, c'est ce qu'on retient, mais... Je pense que la dernière fois, c'est Jean-Pierre Charbonneau qui avait été invité pour cette journée-là. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, okay, ça, oui. Avec le thème « Rêver encore ». Oui, chaque année, on change de thème. C'est intéressant, oui. Oui, absolument. Ouais, donc, c'est intéressant parce que on offre une diversité de conférences. Donc, si certaines personnes ont apprécié ce webinaire avec Jean-Pierre Charbonneau, ben, elles sont invitées là, à assister à celui-ci. L'année dernière, c'était un panel de discussion avec 3 experts qui nous ont entretenus sur la diversité, la pluralité des modèles masculins. Ah, c'est pas donc, voilà. Puis à chaque année, on fait une affiche là, pour souligner la journée. Elle est absolument magnifique avec le thème « L'être que je veux être ». Et dans le fond, les personnes qui reçoivent le Quad 9, les membres de la REC qui reçoivent le Quad 9 vont pouvoir voir en primeur l'affiche dans le magazine, même le magazine. Mais sinon, elle va bientôt être disponible en ligne que vous pourrez partager. Puis je pense que même il y a une carte postale, ça se peut-tu? Absolument. Donc, différents outils promotionnels. On a une carte postale qui peut être envoyée à toute personne pour faire connaître la journée, mais également pour... on a ajouté un libellé à l'endos de la carte postale. Je te partage avec toi quelque chose gravé en moi. Donc, ça peut être un souvenir, ça peut être un état d'âme, pour inviter les gens à s'exprimer, parce que la répression systématique des émotions, on sait ce que ça peut donner. Ça peut mener à une ébullition. Donc, on veut que les gens extériorisent ce qu'ils ressentent, que ce soit positif ou négatif, mais c'est une belle façon, des fois par écrit, quand on n'est pas en mesure de le faire verbalement. Et aussi, nouveauté cette année, un bandeau pour les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, si les gens veulent ajouter une déclinaison de notre affiche, bien, ils pourront le faire. Et une signature électronique aussi. Oui, donc, que tu arbores depuis quelques semaines. Fièrement. Fièrement. Dans les premiers temps de cette journée, ça suscitait quand même un peu de réserve de la part de beaucoup de femmes. Hein? Oui. Je pense que ça s'est placé, en tout cas avec la qualité de ce qu'offre la REC dans ses webinaires. J'imagine que c'est assez... c'est moins... les critiques sont moins fortes? Ou, Souvent, ce qu'on entend, c'est pourquoi avoir une journée internationale des hommes? Ça reste comme questionnement, ouais. C'est que la raison, c'est que la santé et le bien-être des hommes, ça a été longtemps un thème négligé, un thème sous-exploré, puis on réalise que la façon d'intervenir auprès des hommes est différente, parce que pour rejoindre des gens qui ne sont pas portés à aller vers les services, il y a différentes stratégies qu'on peut user. Et on a tous une vision
de la masculinité. Certains ont une vision plus colorée, d'autres plus rigide, plus traditionnelle. Et quand on pense à nos membres, les membres de la REC ou des gens de certaines générations, bien, cette vision plus traditionnelle, avec le rôle de pourvoyeur, la notion inébranlable, virilité, toxicité, c'est des thèmes qui étaient vraiment beaucoup associés à la masculinité. Et aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est renoncer avec cette vision de la masculinité. Donc, à la REC, on se sert de cette journée pour justement pousser la réflexion plus loin puis amener les mentalités à changer. Justement. Donc, c'est ça. Puis ces thèmes-là, sur l'affiche, tout à l'heure, on en parlait. Là. Bon, je vais vous vendre peut-être une petite primeur, une exclusivité, mais sur l'arbre qui est représenté sur l'affiche, on voit que ces mots-là avaient été gossés dans l'écorce de l'arbre et par la suite qu'ils ont été rayés. Donc, on voit le mot toxique, inébranlable, virilité, pourvoyeur, qui ont été rayés parce que être un homme, c'est beaucoup plus que ça. Et ce n'est pas nécessairement ça. Je suis moi-même rien de tout ça. Bon, voilà. Donc, c'est dit. Est-ce que ça fait de moi un homme? Je ne crois pas. Absolument pas. Donc, merci Charles. C'était une première actualité, puis je suis content de t'avoir avec moi pour en parler parce que j'avais pas tous ces outils-là pour en dire davantage. Puis parlant d'outils, il y a plusieurs nouveaux outils qui ont été créés par la Fédération des centres d'assistance et d'accompagnement aux plaintes, les CAP qu'on appelle. Ça, vous en avez dans chaque région au Québec et c'est l'entité à laquelle vous pouvez cogner à la porte si vous avez des problématiques, notamment avec une résidence privée pour aînés. Si vous habitez dans une résidence puis que vous êtes brimé dans vos droits, vous pouvez contacter un CAP qui va vous accompagner dans les démarches. Mais d'emblée, il y a eu des nouveaux outils qui ont été créés. Il y a 6 capsules vidéo et autant de fiches d'information qui permettent aux résidents justement de mieux connaître leurs droits. On parle de habitant RPA, le rôle du proche aidant, des réponses à vos questions concernant le renouvellement de votre bail. Ça, c'est une problématique que j'ai vue souvent d'accompagnement de personnes aînées qui s'en vont dans une résidence pour aînés. On l'oublie, mettons, quand on est jeune, mais une personne aînée qui a vécu dans sa maison pendant plus de 50 ans, ça fait longtemps qu'elle n'a pas signé de bail. Là, c'est pas passé elle déménageait pas à chaque 1er juillet. Là, fait que pour cette personne-là, souvent, c'est une nouveauté légale, une nouveauté qui est stressante. Malheureusement, il y a eu des abus là-dessus. Il y a des propriétaires et des gestionnaires de résidences privées qui savaient très bien là, que c'était stressant et qui pouvaient faire passer des affaires. Il y a des éléments de réponse aux questions par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez le droit d'avoir quand vous renouvelez votre bail? Les ententes négociées pour favoriser, par exemple, un terrain d'entente avec votre RPA. Des situations exceptionnelles permettant la résiliation d'un bail. Des fois, il y a des problématiques de santé, par exemple. Les gens ne sont pas toujours au courant puis ils pensent qu'ils doivent payer plusieurs mois sans même vivre dans la résidence. Donc, très important. Si jamais vous avez besoin de communiquer avec le CAP, vous pouvez composer le 1-877-767-2227. Vous pouvez trouver l'information sur le site Internet de la Fédération des CAP, des centres d'accompagnement aux plaintes. Donc, des outils vraiment très pertinents, puis qu'on vise à promouvoir pour qu'ils soient utilisés le plus possible parce que il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas leurs droits en termes de résidence privée pour aînés. Est-ce que l'accompagnement, ça veut dire qu'on peut aussi accompagner les gens quand ils rencontrent les propriétaires? C'est un service qui peut être offert d'emblée. C'est un accompagnement en ligne ou par téléphone où on donne les étapes. Si la personne n'est pas capable de le faire par elle-même, effectivement, c'est des services qui peuvent être faits par le CAP. Là. C'est relativement nouveau. Ça fait que, je pense, 3 ans là, que ce service-là est offert d'accompagnement. Il y a toujours quelque chose d'intimidant d'aller rencontrer les propriétaires, de leur faire face et tout ça. Oui. Souvent, c'est un obstacle à la défense de nos droits. Ouais. Oui, puis on a vu des augmentations faramineuses là, de loyers là, sans explication réelle. Donc, ça, c'est quelque chose d'inquiétant, mais il y a des outils pour se défendre par rapport à ça. C'est pas encore parfait, mais il y a quand même des outils qui sont là pour vous défendre. J'aime beaucoup leur façon de penser parce qu'ils visent à outiller aussi les personnes pour développer leur pouvoir d'agir. Parce qu'on ne peut pas toujours en tout temps compter sur un accompagnement de ce genre-là. Donc, de donner les outils aux personnes pour qu'ils se sentent plus en confiance, d'aller justement affronter leurs propriétaires, c'est une bonne façon de faire. On leur apprend à pêcher plutôt que de pêcher à leur place. Donc, lorsqu'ils auront
lorsqu'elles auront d'autres situations de ce genre-là, ces personnes-là, ben, elles pourront avoir plus confiance en leurs capacités. Puis si en plus ils réussissent à se regrouper avec d'autres qui vivent la même situation, alors là, c'est beaucoup plus facile aussi d'y aller à plusieurs que tout seul, hein, je pense. Oui, parce que les ententes se font généralement individuellement. Ouais. Quand quelqu'un obtient un droit, ça ne s'appplique pas à tout le monde. Mais des fois, ils font, c'est ça, un peu à la pièce. Oui. Là, ils ne les affrontent pas tous d'un coup. Ouais. Donc, regroupez-vous. Faites des syndicats. Ouais. Donc, parlons de la beauté des villes, même si en ce moment, il pleut puis c'est laid autour à cause des travaux. Que je mette mes lunettes. Prends ton temps, Louise, on a du temps. Tu es allée aux Philippines, toi? Oui. Bon. Est-ce que tu as trouvé ça beau, l'environnement, les lieux que tu as vus et tout ça? Est-ce que ça t'a... C'est tout ou rien, en fait. Là. On peut passer d'un bidonville à quelque chose d'immensément beau. Ouais. Donc, il y a une mixité pas si équilibré que ça aux Philippines. Mais en soi, c'est quand même un endroit qui est très propre, là, si je compare à l'Inde, en tout respect pour l'Inde. En Inde, il n'y a pas un endroit qu'on peut pas marcher dans les poubelles. C'est pas le cas aux Philippines. Donc, c'est un endroit qui est très propre puis qui est très beau. Bon, j'aurais bien mieux que tu me dises, oui, j'ai vraiment trouvé ça beau, mais peu importe. C'est parce que j'ai vu cet été, en mois de juillet, genre, à un moment où personne lit les journaux, un article que j'ai trouvé intéressant. Le titre, c'était la mairesse de Belleuil à la recherche du beau. Vous savez, elle fait partie des nouveaux maires et mairesses élus dans les dernières élections municipales qui amènent tout un vent nouveau, des points de vue nouveaux, de la fraîcheur dans leur approche des villes. Alors, elle a décidé d'assurer un bloc de protection de 50 bâtiments de son territoire. Des bâtiments qui vont bénéficier de subventions pour rester beaux. Tu sais, il y a beaucoup de presbytères qui sont, ou d'églises qui sont fermées, des presbytères, toutes sortes des maisons anciennes qu'on laisse aller, qu'on donne à des promoteurs. Alors, pourquoi cela? Elle veut, dit-elle, en finir avec les démolitions qui ravagent les paysages. Elle précise, l'histoire et le patrimoine sont des générateurs d'appartenance et de cohésion pour la population d'un territoire. Et elle dit, nous faisons des kilomètres comme touristes pour voir le beau et chez nous, on laisse aller sous prétexte que ça coûte trop cher. Alors, moi, je voulais la saluer. La mairesse s'appelle Nadine Viau de Belleuil. Elle dit que densifier ne veut pas dire obéir à n'importe quelle logique de promoteur. Fait que je trouve que c'est intéressant, cette idée de protéger. En partant de une des premières lois qu'elle a fait, municipale, c'était de protéger les bâtiments, l'entourage. Puis elle dit que c'est vraiment un facteur de cohésion dans les villes quand on offre aux gens de vivre dans des lieux beaux, protégés, auxquels ils se reconnaissent, avec des commerces, avec Alors, moi, j'ai trouvé ça que c'était une belle approche. Ça aide à développer aussi le sentiment d'appartenance à ta ville. Oui, l'attachement aussi. L'attachement, oui, tout à fait. Le désir de laisser ça beau. Tu sais, de faire c'est pas pour rien qu'on balaie nos trottoirs, qu'on met un peu de fleurs, on veut participer à la beauté des lieux. Bon, tu dois faire ça. Je néglige beaucoup. Je m'excuse auprès de mes voisins. C'est horrible. Mais souvent, quand on voyage ou qu'on visite une nouvelle ville, ce qu'on retient, c'est les bâtiments, l'architecture. Oui. Donc, d'où l'importance de protéger ça. Puis, il y a des bâtiments emblématiques, mais pourquoi ne pas en avoir chez nous? Tu sais, oui, à Québec, on a, par exemple, le Château Frontenac, mais il y a autre chose. Il y a un patrimoine, et malgré le fait que les gens, par exemple, visitent moins les presbytères, les églises, bien, on a un devoir de préserver, je pense, ces bâtiments-là, de les restaurer même. Mais c'est ça. C'est la maison Polac sur Grande Allée pour les gens de Québec. La maison de Polac, ça a été laissé à l'abandon pendant 15-18 ans. Ça vient d'être repris par le gouvernement, mais c'était entre les mains d'un promoteur qui avait décidé qu'il ne faisait plus rien avec la maison. Fait que ça se détériorait tout le temps. C'était une maison historique. C'était une maison qui avait une valeur. Et puis, sur Grande Allée aussi, on a démoli pas mal pour construire des édifices à logement et tout ça, tu sais. Fait qu'on on peut pas défaire tout ça. C'est pour ça qu'il faut avoir une vision de ce que doit être la beauté dans une ville. Et puis, mais il y a aussi le premier réflexe politique, c'est tout le temps de créer du nouveau, là, des rubans rouges, ça pogne. Là, c'est parce que c'est lié à la fiscalité des villes aussi. Oui. C'est une source de revenus énorme pour les villes, les nouveaux bâtiments, les condos et tout ça. Fait que souvent, comme la fiscalité est difficile dans les villes, souvent les maires décident, le conseil municipal dit, OK, allons-y, on va avoir une couple de logements de plus, beaucoup plus de revenus, puis
on peut comprendre, là, tu sais, mais c'est pour ça aussi que ces jeunes maires-là, ils font une bataille pour qu'on revoie la fiscalité des villes. On trouve une autre façon d'avoir de l'argent qu'en taxant de plus en plus les citoyens ou les entrepreneurs. Fait que je trouve il me semble qu'il y a un souffle nouveau. Encourageant. C'est encourageant. À suivre. Ça devrait s'appliquer aussi au provincial. Si on fait le parallèle avec les maisons des aînés, c'est un peu ça. Là. On met plein de milliards de dollars pour construire des nouvelles maisons des aînés qui, techniquement, ne répond pas au problème de liste d'attente en CHSLD parce qu'on ferme des CHSLD actuellement. On ferme des chambres en CHSLD pour en ouvrir des super belles. Mais pendant ce temps-là, il y a des services qui ne s'offrent pas dans les CHSLD actuels. Tout ça parce que c'est beau, ça fait des maudites belles nouvelles en région aussi. Donc, c'est un peu frustrant parce que oui, c'est beau, puis comme le disait le premier ministre, il n'y a rien de trop beau pour nos aînés. Mais le problème, c'est que si ça ne règle pas le problème, il faut faire quelque chose. Là. Puis ça ne règle pas le problème. Mathématiquement, ça ne règle pas le problème. Donc, mais bon, ça serait le fun d'avoir cette logique-là, puis parce que nos CHSLD sont souvent dans des lieux qui sont historiques aussi, patrimoniaux. Ils sont plus anciens aussi, puis... Parce que les milieux de vie, c'est pas juste le bâtiment dans lequel on vit, c'est tout l'entourage aussi. Mm-hmm. Si on prend un bâtiment neuf pour mettre des aînés quelque part, mais c'est comme un no man's land, il n'y a rien autour. Là, c'est pas nécessairement intéressant. On voit en Europe, la vie est différente, mais on voit souvent des personnes âgées qui vivent dans des quartiers, ils partent avec leurs petits baluchons, faire leurs courses et tout ça, parce que tout est accessible aussi, là. Ben ça, c'est ce que j'ai vu aux Philippines. Ouais. J'ai vu des personnes très âgées, là, des centenaires qui faisaient partie de la communauté dans leur famille. D'emblée, ils doivent marcher davantage parce que, oui, c'est accessible, mais il faut marcher, il faut se promener. Ça les tient en forme. Donc, c'est toutes des choses qu'on a perdues un peu ici au Québec là, ou dans les sociétés occidentales en général. Est-ce qu'on peut changer cette mentalité-là? Je sais pas. Je pense que c'est ancré. Là. Je trouve que c'est vraiment beau ce qui se passe dans le monde municipal présentement, avec justement les nouveaux maires et mairesses élus, ça amène un vent de changement. Puis ça me fait penser, là, par exemple, le maire de Laval qui a récemment signé un ouvrage qui s'appelle « Des quartiers sans voiture ». Puis justement, il parle de ce problème. Laval, qui est une ville où on doit absolument avoir une voiture, là, c'est un peu ironique, mais il propose une vision, une façon de revoir les choses en se disant, les prochains quartiers qu'on développera, pourquoi pas les concevoir en ne mettant pas les voitures dans l'équation, finalement, en ayant des quartiers de proximité où, justement, tout citoyen, qu'il soit plus jeune ou plus aîné, plus âgé, puisse circuler librement, avoir accès à des commerces de proximité et, au besoin, qu'il puisse avoir accès à des voitures, mais qui seraient en périphérie et qui seraient disponibles au besoin. Donc, je trouve vraiment que c'est intéressant comme façon de... C'est intéressant, certain. Mais tu te rappelles que sur le plateau Bord-Royal, ça fait toute une polémique quand le maire a voulu limiter le nombre d'autos dans le quartier central et tout ça. Là. Oui. Ça a été long avant que ça soit accepté. Il y a des récalcitrants. Des fois, on n'est pas prêt à faire ces changements-là qui nous forcent à revoir nos façons de faire usuelles, mais qui sont... C'est par là que ça passe quand même. Exactement, oui. Puis il y a peut-être parce que j'avance ça, là, c'est une idée, mais il y a peut-être un petit choc générationnel aussi lié en partie au pouvoir d'achat. Surtout en banlieue, quand on parle de le Longueuil, Laval, Brossard, t'as des familles peut-être plus aisées qui ont le char et la maison, mais le mode de vie est peut-être pas pareil pour les jeunes dans la vingtaine, où l'accès à une voiture et à une maison, c'est pas tout le monde qui l'a. Donc on doit forcément repenser la mobilité, et c'est intimement lié aussi à l'environnement, mais c'est pas nécessairement environnementaliste, c'est aussi pour faciliter la vie de personnes qui n'ont pas tous les moyens d'avoir 2 voitures familiales, une maison, 2 garages. Fait qu'il y a ce petit clash-là aussi là, d'une jeune génération qui a moins de pouvoir d'achat. Il y a moins de pouvoir d'achat. Qui peut pas acheter. C'est surtout l'accessibilité qui n'est pas là. Qui peut pas acheter, c'est ça. Mm-hmm. Les problèmes sociaux sont souvent associés à différents dossiers, le problème, par exemple, des changements climatiques, ça entraîne des enjeux sociaux, économiques. Donc, ça illustre bien là, ce que tu viens de dire, que, justement, c'est pas nécessairement un geste
exclusivement environnemental que de penser des quartiers sans voiture. Ça peut être aussi une façon d'améliorer notre qualité de vie parce qu'on est moins dérangé par le bruit, de donner accès plus facilement à des gens que ou de favoriser la proximité parce que quand on construit des quartiers sans voiture, ben c'est certain qu'on a moins besoin de s'étaler, on a moins besoin d'espace, donc on n'est plus à proximité des grands centres, donc c'est plus facile de se rendre par exemple au travail. Donc il y a différentes façons de concevoir les problèmes sociaux, puis c'est ça, c'est vraiment rattaché toujours à différents... c'est souvent plus large qu'on le pense. C'est pour ça que c'est intéressant d'élire des gens, des maires et des mairesses qui ont une vision du développement de leur ville, tu sais, parce qu'il y en a qui arrivent là puis qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'idées. Mais il y en a qui ont vraiment une conception de ce que pourrait être leur ville. Ouais. C'est bien. Ben, parlant d'environnement, j'en profiterai pour faire la transition vers le sujet qu'on voulait parler avec Charles de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Y a-tu des déchets, Charles? En as-tu vu aux Philippines? D'ailleurs, petite anecdote, je ne sais pas si vous saviez, mais le Canada avait l'habitude d'envoyer ses déchets aux Philippines. Oui. Et l'ex-président, M. Duterte, que nous, on connaît comme un méchant dictateur, là-bas, il est super aimé pour plein de raisons, notamment parce qu'il a dit à Justin Trudeau, va-t'en avec tes déchets. Les bateaux qui étaient littéralement au seuil des ports de Philippines ne savaient plus où aller, donc parce qu'ils se sont fait dire, vous rentrez pas ici. Fait que là, le Canada devait trouver une autre place pour mettre ses déchets. Et ça, c'est une grosse fierté nationale. Quand j'arrive aux Philippines et que je suis Canadien, ils me disent, on veut pas de tes déchets. Je suis comme, wow, je suis fier d'être Canadien. Mais en fait, oui, il y a de quoi en rire parce que les déchets, on a tout souvent des références à d'autres pays, où est-ce qu'on a visité, qu'on voit des déchets dans les rues. Bon, c'est certain que quand on se promène à Québec, on les voit qui sont consignés dans des endroits, dans des poubelles et tout ça, mais une fois que ils ont été ramassés, ces déchets-là, où est-ce qu'ils s'en vont? Et justement, quand les pays où traditionnellement on les envoyait ne veulent plus de ces déchets-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Et il y a des mouvements citoyens importants au Québec qui sont en cours pour lutter contre l'agrandissement des sites d'enfouissement, parce que personne ne veut ça près de chez eux. C'est une nuisance. C'est une nuisance. Bon, il y a la pollution, ça s'en va dans la nappe phréatique, donc ça peut contaminer l'eau. Puis j'écoutais récemment le balado du mouvement ACT, qui était anciennement les établissements verts Brundtland, et on parlait à une membre de la communauté Inuit, et elle disait, quand on va dans le nord du Québec, les déchets sont brûlés à ciel ouvert, les gens on ne sait pas quoi faire. C'est difficile d'avoir la marchandise. Donc, imaginez-vous qu'ils ne vont pas aller chercher les déchets pour les ramener ici. C'est brûlé là-bas, c'est enfoui. Il y a une mauvaise gestion des déchets, même ici au Québec. Donc, il faut penser à ici, qu'est-ce que nous, on peut faire pour repenser notre façon d'être avec les déchets, de consommer, finalement. Et c'est à ça que ça sert, la Semaine québécoise de réduction des déchets. Elle a toujours lieu la dernière semaine du mois d'octobre. Donc, cette année, ça sera du 21 au 30 octobre. Et justement, à quoi elle sert, cette semaine-là? C'est à prendre conscience que la Terre nous donne beaucoup plus que le respect qu'on lui accorde. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Je suis d'accord. Puis, souvent, on accorde une grande importance à la RIC, à la Semaine québécoise de réduction des déchets, mais la semaine, c'est une semaine sur 52, là. Mais c'est à l'année longue qu'il faut penser. Mais Charles, si la Terre nous donnait des chèques de 500 $, peut-être qu'on en prendrait soin. En fait... As-tu une solution pour ça? Est-ce que j'ai une solution? Il n'y a pas de solution miracle, puis on peut pas tout changer en même temps. Hein? Il faut surtout privilégier des gestes avec lesquels on se sent en confiance et qu'on sera certain de ne pas connaître d'échec, parce que le danger, c'est de tout vouloir changer nos façons de faire en même temps et d'être face à l'échec et de se dire, finalement, ça n'a rien donné et là, on ne veut pas persévérer. Mais pour changer un comportement, on le sait, ça prend à peu près 21 jours, un mois. Donc, on parlait traditionnellement de Semaine québécoise de réduction des déchets, mais l'organisme
qui gère cette semaine-là, a justement revu sa façon de penser. Et dorénavant, ils parleront d'une semaine québécoise de réduction des déchets, mais qui va s'échelonner sur toute une année. Donc, oui, il y aura des thèmes qui seront repris durant la semaine. Donc, y a-t-il un thème cette année? Oui, le thème, repenser pour mieux réduire. Donc, et le porte-parole, Jean-François Brault, que vous connaissez, qui est un chanteur qu'on connaît bien. Donc, mais ils nous disent, en plus des 3 R qu'on commence bien à maîtriser, réduire, réutiliser et recycler, et auquel on ajoute souvent le V, valoriser, on veut cette année et dorénavant ajouter refuser et repenser. Donc, avant là, de se demander quoi faire avec nos déchets, là, ben, en amont, quand on achète des produits, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à, bon, en achetant ce produit-là, avec quel déchet je vais me ramasser? Quel déchet je vais devoir produire et dont je devrais éventuellement me débarrasser? Parce que, vous savez, hein, en 2022, il ne faut plus être fier d'avoir un bac de recyclage rempli. Hein? Parce que, c'est quasiment un problème. C'est un problème parce que même le bac de recyclage, c'est pas tout qui est recyclé. Et c'est un problème parce que c'est des déchets qu'on produit. Donc, avant même de recycler, il faut penser à réduire et à réutiliser. Donc, moi, le défi que je me lance, c'est de semaine en semaine, d'avoir le moins possible de choses que je mets dans mon bac de recyclage, par exemple. Mais voyez-vous, durant la semaine, on va avoir des thèmes qui seront par la suite repris en profondeur dans les mois qui suivent. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que ça va nous permettre, à nous, citoyens, d'intégrer davantage et de se familiariser avec ces thèmes-là pour les mettre en pratique sur une plus longue période. Donc le 22 octobre, pardonnez-moi, on commencera avec un survol de ce qui se retrouve dans nos différents bacs de récupération. Parce que c'est pas encore clair. On voit ça dès notre jeune âge, mais on oublie parce qu'il y a des nouveaux produits, parce que des fois, on a l'impression qu'ils sont contaminés. Donc, bon, qu'est-ce que je fais avec tel contenant? Est-ce que je peux le recycler? Est-ce que ça va à la poubelle? Est-ce que ce qu'il y a dedans, je peux le mettre au compost? Donc, on va faire un survol là-dessus. Ensuite, le dimanche 23, il va y avoir un accompagnement parce qu'ils vont nous montrer cet organisme-là, la Semaine québécoise de réduction des déchets, quel genre d'accompagnement ils peuvent nous offrir si on veut développer des projets, qu'on soit citoyen, qu'on soit membre d'une association, comme par exemple à l'Arrêt, pour des projets de réduction des déchets. Donc, ils peuvent nous offrir un accompagnement si on veut réduire nos déchets. Ensuite, le lundi 24 octobre, on va parler de réduction du gaspillage alimentaire, qui est un fléau, là. Donc, c'est de ça dont il sera question. Par la suite, le 25 octobre, le mardi, on va comprendre à quoi servent les emballages qu'on retrouve dans nos bacs de récupération et de poubelles. Donc, pour éventuellement militer et lutter, puis favoriser l'achat d'aliments qui ne sont pas suremballés. Donc, est-ce que c'est correct de, par exemple, mettre sa tomate ou son poivron directement dans le panier, par la suite de le mettre dans son sac réutilisable? Ben oui, tout à fait. Pas nécessairement besoin d'avoir le sac réutilisable pour mettre les tomates dans le sac réutilisable ou encore un sac de plastique comme il nous mis à la disposition des clients dans les supermarchés. Il y a un gros enjeu avec les grosses épiceries. Hein? Absolument. Les petites épiceries peut-être s'adaptent à ça, mais les grosses, ils nous disent toujours, c'est une question de salubrité, de protection, parce que ces débats-là existent. Hein? Absolument. Et les gens demandent beaucoup pourquoi nous donner des contenants en plastique avec 4 tomates dedans qu'on va jeter en arrivant à la maison. Puis, mais ça continue beaucoup, ça, je trouve. Absolument. Puis, Madame Petitgrou, vous me permettez de revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On disait que cette année et dorénavant, on veut ajouter 2 R supplémentaires, refuser et repenser. Donc, c'est à nous, je pense, aussi de dire, ben moi, là, je trouve que ça, c'est suremballé, ben je vais me priver de ce produit-là. Ou encore, je vais aller l'acheter à un endroit où il me propose des alternatives pour que je puisse réduire ma quantité de déchets que je produis. Donc, rapidement, je continue. Le mercredi 26 octobre, on nous sensibilisera à l'importance de faire un tri dans nos vêtements et dans notre façon de nous habiller parce que on produit énormément de déchets en suivant la mode, en suivant les... Bon. Dans mon cas, c'est le poids qui est avec. Je me suis ramassé cet automne. Il y a plus un morceau de linge qui m'a fait de l'automne dernier parce que j'ai trop mangé aux Philippines.
C'est pas des jokes. C'est malheureux. Puis là, j'ai essayé de maigrir avant qu'il fasse froid. Ça n'a pas fonctionné. Puis ben voilà. Fait que c'est plate parce que j'ai beaucoup de linge de l'automne dernier qui était quand même relativement neuf aussi. Là. Conserve-le, parce que peut-être qu'en en reprenant là, les soucis du travail, tu vas maigrir. Probablement, oui. Il y a le Conseil national qui s'en vient. Là, je perds une livre chaque jour. Ensuite, très rapidement, le jeudi 27 octobre, on va être sensibilisé à la réparation de nos articles parce qu'on parle beaucoup d'obsolescence programmée, puis on est forcé des fois à se débarrasser d'objets qui auraient encore une certaine vitalité, qui pourraient être réparés. Donc, on discutera de ça. Le vendredi 28 octobre, on va essayer d'imaginer une autre forme d'économie qui ne serait pas basée sur une croissance infinie. Donc, forcément, ça nous amènerait à moins consommer. Samedi 29 octobre, on va réévaluer l'importance des objets qui occupent nos foyers pour essayer d'en donner ou d'en offrir à des gens qui pourraient plus en avoir besoin pour être moins des grands consommateurs. Donc, par exemple, je dois ramasser mes feuilles. Est-ce que je dois absolument aller m'acheter un râteau ou je pourrais emprunter celui du voisin, par exemple? Donc, puis, ou laisser tes feuilles parce que ça a été démontré que c'est encore meilleur. Exactement. Ça permet c'est un fertilisant naturel, ça répulse aussi les parasites et tout ça. Donc, je suis content parce que ma lâcheté est excessivement écologique dans bien des cas. Ben oui. Et finalement, le dimanche 30 octobre, ils vont conclure en présentant ce qu'il va avoir pour la suite, tout au long des mois qui vont suivre, parce que je vous le disais, chacun de ces thèmes-là sera repris plus en profondeur et vous, chers gens qui nous écoutez, chers membres de la REC, eh bien, pour savoir là, quand auront lieu ces activités-là qui reprendront les différents thèmes, eh bien, le meilleur moyen de le faire, c'est en vous abonnant à la page Facebook de la REC, en visitant notre site web ou encore en vous abonnant à notre infolettre. Parce que chaque semaine, lorsqu'on aura l'information, on vous la partagera de cette façon. Donc, voilà. Hey, merci, Charles. C'est super, ça. Donc, on va essayer de suivre ça avec grand intérêt pour chaque journée, chaque thème abordé. Et on va passer maintenant à un sujet qui cause de la pollution, les voyages. Désolé, Joanne, de t'introduire comme ça. Mais on va parler de Revenge Travel, qui en français, on pourrait traduire par un voyage de revanche. De revanche? Oui, de vengeance. Un voyage de revanche. On voyage en revanche. Ouais. C'est quoi ça, le Revenge Travel, Joanne? Bien, en fait, le Revenge Travel, effectivement, il n'y a pas vraiment de traduction telle quelle. Officielle. Même le Revenge Travel est c'est un concept qui désigne les gens qui, après presque 2 ans et demi de restrictions au niveau des voyages et des déplacements, se sont mis à se garrocher. Littéralement, dans d'autres pays. Dans les aéroports, dans les autres pays. Pour prendre leur revanche des années où ils n'ont pas pu voyager voilà. Ça a-tu des impacts sur les assurances? En fait, l'impact, ce que je voulais, dans le fond, partager avec vous aujourd'hui, c'est de ce fait, c'est que nos membres, j'ai déjà dit sur les ondes ici que nos membres à la REC sont de grands voyageurs. Hein? On le réalise. Et donc, de ce fait, j'avais envie de rappeler quelques notions très importantes avant de partir en voyage concernant les assurances. Oui. Donc, c'est Qu'est-ce qu'il faut ça que faire je voulais avant de partager partir, avec vous. En fait, je veux rappeler il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte avant de voyager concernant les assurances, mais je veux rappeler 2 choses très importantes parce que dans les deux, pendant la pandémie, j'ai été très sollicitée là, en ce qui concerne tous les réclamations d'assurance voyage pour les raisons que vous connaissez. Donc, j'ai eu un portrait encore plus précis de genre de réclamation, les genres de problèmes qu'on peut subir. Là, ça a-tu été un problème de gens qui vont à l'extérieur et qui pognent la COVID? Ou ça n'a pas... Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais pour répondre à ta question, c'est plus un problème. La COVID est maintenant reconnue comme une maladie subite et inattendue, comme n'importe quel autre problème de santé, comme l'amour. On voit qu'il arrive d'ailleurs. Je pense qu'on va devoir faire une émission sur le voyage aux Philippines. Hein. Mais donc... c'est subi et inattendu. Ce n'est plus un problème en tant que tel. Moi, ce que j'aimerais rappeler à nos membres là, qui sont assurés
avec Assurec. Hein? Assurec, qui est la meilleure assurance collective au monde. Oui, ben, je sais que tu fais une petite blagounette sur ça, mais elle est effectivement excellente. Et l'assurance voyage, particulièrement, elle est très complète. Donc, il n'y a absolument pas je cherche mon mot, donc de crainte à avoir à ce niveau-là. Par contre, ce que j'aimerais rappeler à nos gens qui vont faire partie des Revenge Travelers, deux choses à se rappeler importantes si vous voulez éviter des problèmes avant de partir en voyage et même, je dirais, avant même de planifier le voyage. Et je vous conseille fortement de vous assurer que votre état de santé, votre santé est dans un état bon et stable. Si vous avez des doutes sur votre état de santé avant de partir, téléphonez à Can Assistance. Can Assistance, c'est un assisteur de voyage. C'est on appelle un sous-traitant d'SSQ qui ne traite que les cas de voyage. Et ils sont là pour vous aider avant, pendant et après votre voyage. Donc, si vous avez des questions, ça peut être aussi des questions, quel genre de vaccin il me faut pour aller dans tel pays? C'est quoi, à quoi dois-je m'attendre à l'aéroport dans tel pays? Ils sont là pour assister les voyages. Donc, appelez-les pour vous assurer que votre condition de santé pour laquelle vous avez éventuellement un doute, qu'elle est bel et bien couverte. C'est pratique pour les hypochondriaques, ça? Entre autres. La deuxième chose que je veux absolument rappeler aux gens pour éviter des problèmes, si vous avez des réclamations à faire de frais médicaux à l'extérieur de la province, c'est la première chose que vous devez faire lorsque vous avez un problème de santé, c'est de téléphoner à Can Assistance. Ils sont disponibles 24 heures sur 24. Vous pouvez appeler à frais virés. Et eux vont vous guider vers la clinique médicale ou l'hôpital avec lesquels ils ont des ententes. Parce que, et pourquoi faire ça? Ben parce que vous allez être pris en charge complètement à ce moment-là. Donc, vos frais médicaux vont être pris en charge. Si vous avez besoin d'un interprète, par exemple, si vous avez besoin même d'un avocat, ils vont même communiquer avec votre famille au besoin. Ils vont s'occuper de votre retour ou de ramener votre véhicule s'il le faut. Bref, ils vont prendre en charge le problème. Et parce que ce qu'on voit souvent, c'est que des gens vont se rendre dans une clinique ou dans un hôpital par eux-mêmes et ils ont des frais énormes qui vont s'appliquer pour se faire soigner, ceux qui vont payer avec la carte de crédit. Et quand ils reviennent ici au pays, ils se disent, bon, ben, je vais réclamer le tout, je vais fournir les factures, mais dans la majorité des cas, il manque un élément ou un document, ou il va toujours manquer quelque chose qui fait que ça retarde énormément le processus ou peut-être même que le dossier ne pourra jamais vraiment se traiter parce qu'il manque trop d'informations. Donc, d'où l'importance d'appeler Can Assistance, évidemment, quand vous le pouvez. Hein, où est-ce qu'on peut trouver les informations de Can Assistance? Can Assistance se retrouve, et c'est un autre point que je voulais préciser, merci Samuel, à l'endos de la carte d'assurance SSQ, qui est une petite carte là, de la grosseur d'une carte de crédit que vous avez sûrement en tout temps dans votre portefeuille ou dans vos poches. Quand vous voyagez, ben, c'est d'autant plus important parce que au dos de ça, vous avez le numéro de téléphone sans frais, frais virés, etc., etc. Et moi, je conseille même aux gens qui voyagent avec d'autres personnes de partager cette carte-là avec les compagnons de voyage de façon à ce que si vous-même n'êtes pas en mesure d'appeler Can Assistance pour vous-même, pour vous rendre dans une clinique ou dans un hôpital, ben, c'est votre compagnon de voyage qui pourra le faire pour vous. Donc, c'est des petites précautions que je suggère. Donc voilà, c'était les deux rappels importants pour éviter là, tout problème, là. Et puis, pour le reste, bon voyage. C'est si beau. Bon voyage, oui. Ne vous restreignez pas, surtout. Vous êtes en très bonne main avec Can Assistance. Absolument. Et avec Joanne pour vous informer. Ouais. Donc, merci Charles et Joanne d'être venus nous parler aujourd'hui. Puis, grâce à vous, on existe puis on a une émission. C'est vraiment apprécié. Merci Louise d'être de retour aussi avec nous là, après un mois intense là, d'élection. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Donc, on vous dit bon 2 semaines. Bye bye. Merci. Merci.